Pour cette première intervention après la pause, j'ai invité Hélène Bazek, qui est psychologue clinicienne. C'est la psychologue de Ressentez-vous. Elle intervient dans 2 EHPAD dans la Vienne. Elle intervient à l'EHPAD du Doyenné à Chasseneuil et à l'EHPAD à Poitiers, l'EHPAD de la Rose-Alénor. J'ai un petit trou. Je vais lui laisser la parole à faire une intervention sur le choix de la personne dans son quotidien. Je laisse la parole. Bonjour, on m'entend bien ? Alors, avant de rentrer vraiment dans la question du choix de la personne dans son quotidien, j'aimerais vous faire partager quelques propos que j'ai pu entendre lors de rencontres d'adultes âgés qu'on nomme résidents parce qu'ils vivent justement en EHPAD. Ici, c'est une prison sans barreaux. On n'est pas libre comme chez soi. Quand on vient en maison de retraite, on apprend la patience. On apprend à se soumettre à la volonté des autres. Plus récemment, un échange avec une dame qui me disait qu'il ne faudrait pas laisser les gens vieillir trop longtemps, qu'il faudrait pouvoir faire quelque chose avant. Et je lui demandais, mais qu'est-ce que ce serait vieillir trop longtemps ? Et elle me répondait, vieillir trop longtemps, c'est quand on dépend des autres pour vieillir. Des paroles un peu dures, on y entend des vécus d'enfermement, de renoncement. J'aimerais vous parler un peu de l'EHPAD, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par cet intitulé, l'angle d'approche est défini. Le cadre de la relation est posé, les gens sont là parce que justement ils ne peuvent plus. Ils sont dans l'incapacité de pourvoir seuls à la vie quotidienne. Certaines brutalités de la réalité qui est ainsi énoncée. Alors cette dépendance, elle n'est pas sans générer des effets au niveau psychologique. Nathalie Atouzian nous en a un petit peu parlé tout à l'heure. J'aimerais vous faire partager la réflexion de Pierre Charazac, qui évoque ceci. Pour la personne qui l'a subie comme pour celle qui l'assume, la dépendance comporte des frustrations et des satisfactions, des attentes et de l'angoisse. Lorsque la dépendance est vécue comme trop envahissante et dangereuse, elle engendre de l'excitation et de la violence. On connaît tous ces effets qui s'expriment dans la relation avec les équipes soignantes, notamment, avec celui qui incarne malgré lui le fait que la personne ne peut plus seule. Combien il est parfois difficile pour le soignant de supporter cette violence qui peut s'exprimer, et pourtant il endure tous les jours, alors qu'il vient simplement pour aider. On connaît aussi l'épuisement des soignants face aux réactions vives de ceux qui souffrent de la dépendance, et parfois les contre-attitudes non désirables qui en ressortent. Alors au-delà de la dépendance, l'EHPAD c'est aussi un mode de vie qui tranche radicalement avec les habitudes qu'on avait avant chez soi. C'est un collectif imposé avec lequel il faut composer. L'adaptation est parfois difficile pour celui qui l'intègre comme sa dernière demeure. Le travail des différents professionnels que l'on rencontre dans ces établissements, c'est de tenter à différents niveaux et par différents moyens de soutenir les capacités restantes, de soutenir l'autonomie, qu'elle soit physique ou psychique, de favoriser le sentiment d'exister et pas seulement celui de vivre, voire de survivre. C'est une tâche ardue qu'il est parfois difficile de mettre en œuvre du fait de raisons multiples. Manque de moyens humains, manque de moyens financiers, une organisation collective avec laquelle il est difficile de concilier la prise en compte de la singularité. Et pourtant, l'EHPAD peut aussi être un lieu d'ouverture du champ des possibles, où des relations se nouent entre voisins, ou avec les soignants, où l'on peut échanger, rire parfois le temps d'un soin, où le plaisir de vivre peut encore exister, même s'il nous apparaît parfois discret. Alors comment œuvrer au quotidien pour faire vivre cette dimension ? Et si remettre du choix dans le quotidien des résidents participait à atténuer ce vécu de dépendance et d'enfermement insupportable qui s'exprime parfois de façon extrême ? Et si ça permettait d'ouvrir un peu le champ des possibles ? Je vous propose d'aborder la notion de choix au quotidien, sans apporter de réponse toute faite, sans apporter de recettes prêtes à l'emploi, mais davantage en partageant une réflexion, et je vous invite à y réagir après. Alors avant d'aborder plus avant la notion de choix dans le quotidien de l'EHPAD, il m'a paru nécessaire d'évoquer assez brièvement ce qu'on peut définir par l'autonomie.
Je vous présenterai les définitions de plusieurs auteurs autour de ce concept. Premièrement, Louis Ploton, qui distingue la notion d'autonomie physique et d'autonomie psychique. Alors, il définit l'autonomie physique par la capacité à maîtriser le recours aux tiers, aux prothèses, aux instruments qui compensent plus ou moins le handicap. Concrètement, selon cette définition, on peut être autonome dans ses déplacements, mais dépendre d'un fauteuil roulant, par exemple. L'autonomie psychique, quant à elle, il la définit par la capacité de l'intéressé à accepter et à faire accepter, d'assumer la responsabilité de ses choix et des risques qu'il prend, au lieu de se faire ou de se laisser déposséder de la maîtrise des risques auxquels il s'expose, que ce soit à propos d'options élémentaires de la vie quotidienne ou de choix existentiels plus généraux. Un autre auteur, Alexandre Manoukian, revient sur l'étymologie du terme autonomie. Ça vient du grec, auto, qui signifie soi-même, et nomos, qui désigne la loi. L'autonomie consiste à disposer de soi-même selon ses propres lois et par extension ses propres désirs. L'autonomie souligne bien une indépendance quant à une décision et non quant à des moyens. Il poursuit. Si l'on admet que nous avons tous des dépendances diverses et variées, l'autonomie serait la manière librement consentie de gérer ces dépendances. Un troisième auteur, et après je m'arrêterai là pour les définitions. Pierre Charazac, qui nous dit « Dans le langage gériatrique quotidien, la perte d'autonomie signifie qu'une personne est dans l'incapacité d'effectuer seule les principaux actes de la vie courante. Mais la loi protégeant les incapables majeurs prend aussi en compte la capacité d'une personne d'exprimer sa volonté, même si elle est physiquement ou psychiquement dépendante. » Je crois que c'est indispensable de garder ça en tête quand on s'occupe d'âgés au quotidien. Et c'est valable d'ailleurs pas que pour les âgés. Ces trois définitions, elles évoquent l'autonomie psychique comme étroitement liée à la capacité de choix. Choisir, décider, c'est être acteur, même en situation de grande dépendance. La relation de dépendance dans les gestes du quotidien, le fait de devoir passer par un autre pour se lever, s'habiller, manger, se déplacer, se laver, etc., induit une forme de passivité, ce qu'énonçait tout à l'heure Nathalie Atosia. Cette passivité, elle est plus ou moins bien supportée selon les personnes, selon leur fonctionnement psychologique et leur histoire. La passivité et la frustration de la dépendance, lorsqu'elles sont vécues comme insupportables, elles peuvent produire des réactions très violentes qui surprennent parfois l'entourage. Alors, dans ce sens-là, pouvoir redonner à l'autre, à celui dont on prend soin, la possibilité d'être actif, peut contribuer à ce que la relation avec le soignant soit un peu plus apaisée. La relation de dépendance, elle a aussi des effets au niveau fantasmatique. Le vécu d'intrusion peut entraîner des angoisses plus archaïques, d'être sous l'emprise de l'autre, d'être à sa merci. Qu'est-ce qu'il me veut, cet autre-là qui dispose de moi? Quelles sont ses intentions? Laisser la possibilité de choisir va limiter le déploiement de ses impressions. Ça devient rassurant. Choisir, ça implique aussi un gain et une perte. Je crois que dans un milieu où l'adulte âgé est bien souvent aux prises avec ce sentiment de perte, parfois insupportable, au point de générer des ruptures dans le vieillissement, le choix pourrait peut-être devenir un moyen de tempérer ce vécu de perte insupportable, car il s'agit de permettre d'avoir un gain à côté de la perte. Choisir, ça participe aussi à redonner un sentiment de contrôle, à rassurer dans une situation où tout semble échapper à la personne. Donc après ce détour, je vais parler plus précisément du choix dans le quotidien et de la vie en EHPAD. Bon, a priori, ça paraît être une évidence. Je pense qu'on est un peu tous d'accord là autour de l'idée que les personnes vivant en EHPAD devraient pouvoir choisir les modalités qui composent le quotidien. On n'est pas dupe. On sait très bien que dans la réalité, l'équilibre entre les choix de l'adulte âgé et l'organisation de l'EHPAD, c'est pas toujours évident pour de multiples raisons. Alors, même si les équipes avec lesquelles nous travaillons tentent de respecter au maximum le rythme et les habitudes du résident, le fait même d'être dans du collectif limite la possibilité de choisir. Sauf aménagement particulier, projet un peu hors sentier, qui se développe pourtant, il reste difficile de choisir d'un bout à l'autre le déroulement de la journée. Et ceci même pour des personnes qui sont très autonomes. Je prends comme exemple les repas. Rares sont les établissements où l'on choisit de manger où l'on veut, quand on veut, ce qu'on veut, avec qui on veut.
Pourtant, il ne faudrait pas qu'on oublie que nous tous, sans nous en rendre compte, on exerce cette possibilité de choix chaque jour et plusieurs fois par jour. Alors, cette inadéquation, elle est évidemment source de frustration, voire de souffrance pour les adultes âgés, mais aussi pour les soignants, qui peuvent parfois être tiraillés entre leurs contraintes horaires liées à l'organisation de travail et la nécessité ou la demande de certains résidents de passer un peu plus de temps pour le soin. Alors, on pourrait se dire que c'est un portrait un petit peu sombre que je vous dresse là, même s'il s'agit aussi de constats de réalité. Mais rassurez-vous, c'est possible de composer avec les difficultés que j'ai évoquées. Tout professionnel de l'EHPAD est en mesure de réintroduire des possibilités de choix dans le quotidien, et sans forcément révolutionner l'organisation globale d'un établissement, même si je pense que c'est aussi nécessaire d'avoir une réflexion à ce niveau-là. Alors juste avant de présenter quelques exemples concrets de possibilités de décliner le choix, il me paraît aussi nécessaire de vous faire part d'un autre élément, c'est que donner la possibilité de choisir, c'est accepter le risque d'un refus. Le refus, l'opposition parfois, sont bien souvent perçus de façon négative. Or, pouvoir dire non, c'est essentiel d'un point de vue subjectif. Dire non, c'est quelque part s'affirmer en tant que sujet. Laisser la possibilité de dire non, c'est reconnaître en l'autre la capacité de décider pour lui-même. Louis Ploton nous dit ceci: à propos des choses de la vie quotidienne, dire oui ou dire non, accepter ou refuser, aboutit en matière de confort à éprouver des sensations différentes. En somme, si nous respectons le choix d'une personne de refuser, nous participons dans un sens à soutenir son autonomie psychique. Nous acceptons la possibilité pour l'autre de ne pas avoir envie tous les jours de se lever, de se laver, de manger avec les autres, de participer à une animation ou même de sortir de sa chambre. Accepter un refus, c'est aussi prendre soin. Évidemment, tout est affaire de proportion. Un refus ou une opposition systématique sera à considérer autrement qu'un refus occasionnel. Il sera alors nécessaire d'envisager le refus systématique, mais différemment que comme la simple manifestation caractérielle ou comme un trouble du comportement. Demandons-nous ce que la personne adresse à ce moment-là. De même, dans certaines situations, il faut malheureusement parfois outre le refus, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas tout de même laisser une possibilité de choix derrière. Ces situations extrêmes nécessiteront de pouvoir prendre le temps de la réflexion. Alors, s'il est nécessaire de laisser la possibilité de choisir le plus possible, il y a aussi des situations où mettre une personne dans une dynamique de choix, ça peut devenir anxiogène et perturbant. Pour le coup, là, il va falloir déterminer, ce qui suppose de connaître la personne, comment elle fonctionne, quelle est son histoire. Louis Ploton nous dit qu'il appartient aux soignants de déterminer à partir de quel niveau il est obligé de choisir à la place de la personne pour éviter l'escalade anxieuse, c'est-à-dire de repérer le seuil d'apparition d'angoisse face à l'exercice du choix. Alors, concrètement, comment on fait pour réintroduire des espaces de choix dans le quotidien de l'adulte âgé ? Il faut qu'on prenne le déroulement typique de la journée en EHPAD pour commencer et qu'on se demande comment, à notre niveau, avec nos compétences, on peut agir en ce sens. Il faut faire preuve de créativité pour permettre aux adultes âgés d'être encore créatifs à leur tour. Je fais une brève référence à Winnicott qui dit ceci: « Vivre créativement témoigne d'une bonne santé et la soumission constitue, elle, une base mauvaise de l'existence. » Je vais prendre un exemple, le lever par exemple. Et je vous invite à poursuivre la réflexion pour tous les temps de la journée du quotidien. Donc le lever, première question, est-ce que la personne a la possibilité de rester au lit ou non? Est-ce qu'elle choisit l'heure à laquelle le soignant vient? Est-ce qu'il peut repasser plus tard si la personne dort? Est-ce qu'il demande à la personne si elle préfère que les volets soient complètement ouverts ou pas? Est-ce qu'il propose à la personne de se lever ou de prendre d'abord le petit déjeuner si elle est réveillée? Est-ce que la personne peut choisir ce qu'il y aura sur ses tartines? D'ailleurs, est-ce qu'elle peut choisir si ce sera du pain ou des biscottes? Est-ce qu'elle peut changer d'avis la veille pour le lendemain? Est-ce qu'il est possible de garder la boisson au chaud dans un thermos qui sera posé dans la chambre du résident pour ne pas avoir au soignant à revenir plus tard, mais laisser la personne prendre son petit déjeuner quand elle le souhaite, etc., etc. Outre le déroulement du quotidien en termes de soins, est-ce qu'on laisse aussi la possibilité de décider dans les autres domaines de l'EHPAD?
Si une personne reçoit sa famille, est-ce qu'elle peut déjeuner avec des petits plats maison apportés par eux? Est-ce qu'elle peut leur offrir quelque chose à boire? Dans le domaine des animations, est-ce qu'il est possible que les résidents participent à la constitution du planning des activités proposées? Il y a toujours deux principes importants. Toujours proposer aux personnes. Un voulez-vous que je vous amène le petit déjeuner, ça passe en général mieux qu'il faut prendre votre petit déjeuner. Et surtout se demander comment on peut inclure la personne dans notre intervention. Alors, peut-être que cette démarche peut apparaître comme demandant beaucoup de temps à des soignants qui disent en disposer déjà trop peu, ce qui est aussi vrai. Mais il y a aussi des choses toutes simples. Attendre 7 secondes après avoir frappé à une porte et entendu l'accord de la personne pour qu'on rentre, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais par contre, ça va conditionner la qualité de l'interaction qu'il y aura derrière. Si la personne, elle vous invite à entrer dans son espace, elle acceptera beaucoup mieux ce que vous lui proposez derrière. On peut aussi demander à une personne si elle souhaite qu'on ferme la porte ou non quand on s'en va. C'est des choses toutes bêtes qui ne prennent pas de temps, mais ça a de l'importance. On peut multiplier les exemples. Est-ce que vous voulez que je remplisse le verre à moitié ou en entier? Est-ce que l'eau est assez chaude pendant la toilette? Est-ce que vous voulez le gilet noir ou le gilet gris? Ce sont effectivement des petits riens, mais qui vont contribuer à la création et au maintien d'une relation sécurisante dans laquelle la confiance a toute sa place. Alors peut-être qu'il apparaît un petit peu moins évident de faire vivre cette notion de choix chez des personnes avec des difficultés importantes au niveau de l'expression verbale ou de la compréhension. Mais on peut s'adapter. On peut simplifier notre énoncé en posant des questions fermées à réponse oui ou non. Ou même en étant dans un échange non verbal. On peut montrer la bouteille de sirop ou bien l'eau nature, comme me dit souvent une résidente. Montrer la robe ou le pantalon. Je crois qu'il convient de toujours s'adapter aux capacités de la personne, ce qui suppose d'abord de les envisager, ces capacités, et de les laisser s'exprimer. Alors parler du choix, ça ne peut pas se faire sans évoquer la question du projet personnalisé. Même si on devrait peut-être repenser son appellation, mais bon, c'est un autre débat. Ce projet, il apparaît être un support à l'expression du choix et à des choix qui sont sans doute plus larges que ceux du quotidien. Sa constitution doit découler d'une démarche qui intègre pleinement la personne à la mesure de ses capacités. Et sur ce point, je crois qu'on a encore du travail à réaliser. Voilà, alors je vais conclure. Je vous dirais que réintroduire la possibilité de choisir, ça ne peut pas se dispenser d'une réflexion portée par l'ensemble des acteurs de l'EHPAD. Ce qui implique du temps pour se réunir, pour échanger et pour penser avec nos compétences diverses. Ça nécessite aussi que la manière d'envisager les adultes âgés que nous accueillons au quotidien, elles partent du postulat qu'ils peuvent encore exprimer des choix, avec des moyens d'expression variables, avec des capacités variables, mais qu'il nous appartient de découvrir. Vieillir est une expérience bien singulière, qui peut parfois être difficile au point de flirter avec l'angoisse, d'autant plus lorsqu'elle est corrélée à une diminution de l'autonomie. Alors offrir la possibilité de choisir, de décider pour soi dans le quotidien, peut participer à alléger le poids ressenti de l'inévitable dépendance. C'est une démarche difficile, qui apparaît néanmoins indispensable, si nous voulons contribuer à rendre possible le déploiement de la vie encore avant la mort. Je vous remercie.